So, good afternoon, everybody. Mon nom est Jean-François Boivin. I'm a professor of epidemiology at McGill, and I work in the field of addiction medicine. In particular, I work in a methadone clinic at the Jewish Hospital in Montreal, and I also conduct epidemiological research in addiction. So we have a panel of 4 speakers today. They will all intervene for a few minutes, and we left plenty of time for you to also intervene and ask your own questions. Our first speaker is Monsieur Louis Letellier de Saint-Just, who is a lawyer, chairman of Cactus in Montreal, and board member of the Canadian HIV/AIDS Legal Network. Some of our speakers will speak in French, others in English, and some will use the 2 languages. Feel free to intervene in the language of your choice. Okay, so Monsieur Letellier de Saint-Just. Merci, Dr. Boivin. Thanks very much, Dr. Boivin. Good afternoon, Friday afternoon. Beautiful weather outside, so it's understandable that some are not here anymore, but you are the brave one and you're here, so thank you very much. Je vais faire ma conférence en français. Donc, j'ai 7 minutes pour les commentaires d'introduction. La conférence coïncide très bien avec un événement qui sera célébré lundi, le 30 septembre, donc lundi prochain. Ce sera le 2e anniversaire de la décision de la Cour suprême du Canada, rendue le 30 septembre 2011 dans le dossier Insight, le centre de services d'injection supervisés à Vancouver. Le titre que l'on nous propose aujourd'hui semble vraiment ramener le débat ou la question autour de ce qui se passe au Québec. Mais vous comprendrez qu'il est absolument impossible de dissocier la réalité du Québec en matière de drogue à la réalité canadienne. La réalité canadienne, c'est celle qui impose une politique canadienne de lutte contre les drogues et impose un cadre juridique formel, le code criminel et des lois afférentes comme la loi canadienne sur les drogues. Lorsqu'on regarde à travers le Canada quelles sont les préoccupations des Canadiens, bien, elles sont de différents ordres. Évidemment, la sécurité publique est au premier rang des préoccupations de nos citoyens canadiens, dont on fait partie de cette population-là. L'accès aux services, le soutien aux personnes aux prises avec des problèmes de consommation, les politiques au niveau national et aussi des préoccupations par rapport à l'action canadienne à l'extérieur avec d'autres pays dans un contexte de lutte contre la drogue. Il faut prioriser, lorsqu'on parle de lutte contre la drogue ou d'action ou de service, il faut prioriser la protection de la santé publique. Prioriser la sécurité, évidemment. Il faut prioriser davantage qu'on ne le fait maintenant, la justice sociale et l'équité. Le portrait que je tire personnellement des politiques fédérales actuelles en matière de drogue fait en sorte qu'il faut mettre en lumière le rôle absolument défaillant de ces politiques pour soutenir à la fois la santé et la sécurité publique. Ça révèle un besoin absolument criant d'en arriver avec un autre système pour les personnes qui utilisent des drogues et un système qui doit être basé sur la réduction des méfaits. On a bien sûr des politiques provinciales. Nous avons des politiques québécoises en matière d'intervention auprès des personnes utilisatrices de drogues injectables, au niveau de la toxicomanie en particulier. On n'est pas inactif, au contraire, nous sommes au Québec très proactifs. Mais malgré ces efforts consentis par les provinces, dont le Québec fait partie, le souhait d'intégrer des services au niveau de la première ligne pour les personnes utilisatrices de drogue ou qui consomment des drogues illégales, on demeure quand même en deçà des exigences et des attentes parce qu'on ne donne pas encore aujourd'hui un niveau de service adéquat. L'accessibilité aux services est défaillante. L'attitude qu'affiche le gouvernement canadien, et je vais beaucoup parler dans mon introduction du gouvernement canadien parce que depuis 2005, nous avons un gouvernement conservateur et ce gouvernement, par sa politique en matière de drogue, amène une insécurité
chez les provinces, chez les décideurs provinciaux, et une très grande frustration chez les personnes concernées par une problématique de consommation de drogue, mais surtout une frustration extrême chez les personnes au niveau des organismes communautaires qui travaillent au niveau de la lutte contre la drogue. Le Canada est nécessairement à la croisée de chemin. Les choses doivent changer. On ne peut poursuivre le travail que l'on fait en matière de drogue en basant nos actions sur la prohibition. On doit nécessairement aujourd'hui, en 2013, explorer d'autres approches, des approches de rechange, dessiner une nouvelle voie qui va contribuer davantage à sauver des vies, respecter le droit de la personne et nécessairement à être socialement beaucoup plus rentable. C'est une question complexe que la consommation de drogue. Ça ne se résout pas facilement. Ça suscite beaucoup de passion. Mais comment réagir lorsque on se rend compte que les investissements financiers massifs du gouvernement canadien, qui ne se comparent pas aux investissements du gouvernement américain par ailleurs, dans le contexte de la prohibition. Le gouvernement américain investit plus de 40 milliards par année dans le contexte de la lutte contre la drogue. Au Canada, c'est beaucoup plus modeste, et compte tenu de notre capacité de payer, on parle assurément d'1 milliard par année à différents égards. Alors, comment ne pas réagir aux décès liés aux surdoses suite à la consommation d'opioïdes? C'est 50% des décès qui sont liés annuellement aux drogues, à la consommation de drogues illégales. Comment ne pas réagir malgré les efforts que consentent les groupes communautaires, le réseau de la santé du Québec, malgré tout, pour faire une place à ces usagers de drogues illicites, alors que l'accessibilité n'est pas encore complète? Comment réagir alors que le cannabis demeure encore la cible de choix des instances policières? Une augmentation de 16% des arrestations entre 2001 et 2011. On pourra en parler tout à l'heure. Bonne nouvelle, l'Association canadienne des policiers, je pense, le chef de police a levé le drapeau il y a quelques semaines en disant « il faut faire les choses autrement maintenant ». Un gouvernement qui n'agit pas en fonction des preuves scientifiques disponibles est un gouvernement qui n'est pas responsable. Alors, plutôt que de freiner les marchés de drogue, la lutte anti-drogue, c'est davantage signalé par son effet contraire, c'est-à-dire l'accroissement de la violence dans le commerce des drogues. On peut voir facilement l'effet pervers de cette activité des gouvernements au niveau de la prohibition, par exemple au Mexique. Les policiers sont tués, les militaires sont tués. En une année, il y a plus de 6 000 personnes, tout récemment, c'est un recensement récent, 6 000 personnes ont été tuées au Mexique en lien avec la lutte contre la drogue. Il y a un mouvement mondial qui se met en place. Des décideurs passés, présents, incluant Louis Arbour, des présidents du Pérou, du Brésil, qui s'assoient à la même table, Commission mondiale sur la drogue, pour dire « ça suffit ». On ne peut plus fonctionner de la même manière. Il faut soutenir des approches qui vont éliminer les stigmates, la discrimination, amener une approche qui va privilégier la réduction des méfaits, le respect des individus, mettre en place des programmes d'éducation. Chez les utilisateurs de drogues injectables, mettre en place, comme la décision de la Cour suprême de 2011 le prévoit, des services d'injection supervisés. Ce n'est pas une panacée. Ça ne réglera pas tout. Même si l'on dit qu'on est en faveur, et on doit regarder ce que la décriminalisation ou la légalisation des drogues peut nous amener. On n'a pas le choix. Le constat est si sévère que c'est la seule solution vers laquelle on doit se rendre. Alors ça complète mon commentaire pour le début. Merci beaucoup. So I think you know how we proceed. We'll listen to the four speakers and then we'll open for discussions. So our next speaker is Monsieur Guy-Pierre Lévesque, who's at Metadam in Montreal, and he's also a member of the steering committee of the Canadian Drug Policy Coalition. So, Monsieur Lévesque. Bonjour. Alors, je me demandais comment que j'étais pour aborder
cette présentation-là, ou ce petit discours-là. Et c'est en m'en venant, en croisant l'allée centrale de McGill, qu'il m'est revenu une anecdote assez intéressante. Et ça me ramène loin, donc ça ne me rajeunit pas. Mais on parle de l'année 1971. Et ce que était mon constat, c'est qu'en 1971, je venais ici, dans l'allée centrale, pour venir chercher mes quantités de LSD et de hashish. J'imagine que c'est plus comme ça aujourd'hui. Mais en tout cas, ça m'a frappé comme une lumière. Donc, peut-être que ça l'a changé. Alors, pour vous faire une courte histoire, moi, je suis premièrement un usager. Donc, c'est clair que je suis un usager. Et je suis aussi un militant. Je suis devenu militant à partir de 1996 pour des raisons qui sont bien claires. Moi, j'étais un héroïnomane et les traitements n'étaient pas accessibles, et ainsi de suite, donc j'ai décidé de m'impliquer. Ce que ça a fait, c'est que j'ai fondé une association pour les personnes qui utilisent des opioïdes au Québec qui s'appelle Méthadone et qui travaille à donner des services auprès de ces gens-là, mais aussi qui travaille à défendre les droits et à promouvoir pour de meilleurs traitements pour leur qualité de vie. Ce qui m'a amené à être impliqué en politique des matières de drogue, bien, c'est grâce à l'implication que j'ai eue au niveau de l'Association internationale pour la réduction des méfaits, les révisions des lois sur les politiques en matière de drogue en 2008, Beyond 2008, mon implication dans la création du réseau international des usagers de drogue et naturellement mon implication au sein de la Coalition canadienne sur les politiques en matière de drogue. Naturellement, j'ai des implications locales parce que je suis ici pour vous parler du local. Donc, je côtoie au quotidien des personnes qui utilisent des drogues, des personnes qui souffrent, qui sont dans la rue, qui sont sans domicile fixe et qui se battent pour survivre. Ces personnes-là sont tous des personnes qui utilisent des drogues, premièrement, de façon illicite et qui sont souvent, très souvent, arrêtés pour aucune raison. Par exemple, nous, on a un centre et à partir de ce centre-là, souvent, quelques rues plus loin, on laisse avancer les gens et le soir, il va y avoir des gens qui sont vérifiés par des policiers qui ne portent pas leur badge pour être identifiés, ainsi de suite. Ils vont faire du harcèlement ou ils vont suivre des résidents de nos appartements pendant 2 coins de rue, tranquillement. La personne marche chez eux. On a même un intervenant qui a été obligé d'arrêter et de demander aux policiers ce qu'ils voulaient bien avoir parce qu'ils circulaient et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de répression qui se fait auprès de ces gens-là. Ce que je constate aussi, c'est une augmentation de l'accessibilité aux produits. On nous rabat tout le temps qu'on fait de la prévention en arrêtant les pocheurs et tout ça. On ne voit pas ça, nous. Moi, j'ai fait une petite expérience. Je me suis assis à l'intersection de la rue Saint-Hubert et de la rue Maisonneuve pendant quelques heures. Pendant que j'étais là, il y a eu arrestation d'un vendeur de rue et dans l'espace d'1 heure après l'arrestation, il y avait quelqu'un qui le remplaçait. C'est vraiment bien organisé. Il y a un parc pas loin où on est, où c'est résidentiel et il y a des édifices à logement tout le tour. Et cet automne, ils ont fait des rafles disant qu'ils faisaient le nettoyage dans le quartier. Il n'y a aucun trafic qui a arrêté. Les adresses ont changé, tout le monde s'est passé les adresses. C'est déménagé d'une rue, ainsi de suite. C'est vraiment bien organisé et on ne voit pas quel bienfait apportent les forces policières en faisant ce qu'ils font. Donc, ça, c'est un petit constat qu'on fait. Ce qu'on voit aussi, c'est la violence. La violence qui augmente, pourtant, les crimes diminuent. Alors, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui cause cette violence-là? Est-ce que c'est parce qu'on ne légifère pas et on ne fait pas ce qu'il faut pour régler le problème des guerres entre les gangs et les contrôles et ainsi de suite? C'est pas de la façon qu'ils font que ça fonctionne. Je pense qu'il va falloir qu'on regarde d'autres stratégies. Je me suis questionné aussi, quand je vois ça, l'âge des gens qui arrivent à la consommation de la rue. Par exemple, moi, quand je suis arrivé à prendre mes premières doses d'héroïne, j'étais rendu à 18 ans, 19 ans. Donc, j'étais quand même déjà rendu un adulte ou un jeune adulte. Et quand je vois des jeunes filles ou des jeunes hommes de 13, 14 ans qui sont accros à l'héroïne et que personne ne voit ce qui se passe, que personne n'est en mesure de légiférer ou de gérer cette situation-là, ça me désarçonne.
Ce qu'on voit aussi, on se questionne beaucoup en tant qu'association d'usagers sur le statu quo des gouvernements, pas du gouvernement, mais des gouvernements, quand on parle de lois rétrogrades qui empêchent l'ajout de services auprès des personnes toxicomanes. On peut parler, par exemple, des sites d'injection supervisés. On peut parler de la prévention des overdoses avec injection de Narcan. On est après faire un projet, là, présentement, qu'on débute, puis on se rend compte qu'il y a beaucoup de barrières à faire sauter, non seulement au niveau de la loi, mais aussi au niveau des professionnels de la santé. Il y a beaucoup de protectionnistes dans tout ça. Donc, on se pose des questions. On se pose des questions sur comment ça se fait que depuis 20 ans, on milite pour l'accès au traitement de dépendance aux opioïdes et que dans nos prisons provinciales, on n'a pas encore personne qui peut avoir accès ou accéder à un traitement. C'est terrible. Comment cela se fait-il? Donc, il y a une inaction quelque part à qui on va blâmer. Je pense que c'est tout simplement des gens qui ne sont pas capables de mettre le culotte, que ce soit des politiciens, que ce soit des hauts fonctionnaires, que ce soit des policiers, ne sont pas capables d'admettre le fait qu'ils n'ont pas fait les bonnes choses. On se pose aussi la question, est-ce que l'utilisation des substances est-elle vraiment un problème de santé ou c'est notre comment je pourrais dire, notre inaction qui fait, et notre conformisme qui fait que ça devient un problème de santé parce qu'on ne peut pas le gérer, parce qu'il n'y a pas assez d'argent d'injecter dans notre système de santé. Donc, il faut se questionner sur l'approche qu'on a envers les gens qui utilisent les drogues. Il faut aussi se questionner sur le durcissement des lois et l'impact sur nos jeunes. Je regarde ici, il y a beaucoup de gens là, qui sont des jeunes, qui sont après à préparer des carrières, et ainsi de suite, qui risquent de se faire arrêter parce qu'ils vont avoir fumé un joint en possession d'un peu de mari ou de toute autre drogue, et de se retrouver avec un dossier criminel et qui va vous traîner pendant des années. Ça risque de briser des carrières. Est-ce que c'est ça qu'on veut avec nos jeunes? Moi, j'ai des enfants qui ont, même peut-être plus vieux que votre âge, qui ont dans la trentaine, et c'est sûr que ces gens-là, ces enfants-là, s'ils se faisaient prendre avec une histoire de possession de marijuana, ils perdent leur poste. Et ils ont des bons postes. Alors, on se questionne, est-ce que notre jugement, notre analyse de ce qu'est l'utilisation de substances est bien entreprise dans le bon sens? Est-ce qu'on a besoin de réviser notre façon de faire et d'avoir une façon qui est plus une approche populationnelle, une approche qui est plus humaniste et qui est moins prohibitionniste? Donc, moi, ce que je peux vous dire, c'est que je suis pour une décriminalisation, mais une législation, non seulement pour la marijuana, mais pour l'ensemble des substances. Après ça, on adaptera notre législation en conséquence ou selon la gravité des types de drogues qui sont utilisées, et on mettra les moyens en pour intervenir auprès des gens. Donc, moi, c'est à peu près ce que je peux vous dire. Je voudrais peut-être faire une petite annonce aussi. J'ai laissé les dépliants de notre organisation à l'entrée, Métadame, et je vous invite à les consulter. Et aussi, s'il y en a que ça le tente de donner un don, vous pouvez le faire par Internet. Allez voir notre site www.metadame.org et allez voir ça. Il y a des témoignages intéressants de personnes qui sont passées chez nous et qui s'en sortent heureusement des problèmes qu'ils vivent au sein de la toxicomanie. Merci. Merci, M. Lévesque. Our next speaker is Dr. Élise Roy. She's a public health physician who's still works at the Direction de santé publique in Montreal, but she's also a professor at the University of Sherbrooke, and she holds a research chair in addiction. She has been very active in research in Montreal on homelessness, addiction. Actually, one of the main reason I am myself involved in this domain is that I've been collaborating with her on her research projects. So she's our next speaker. Merci, Dr. Boivin. Alors, comme Dr. Boivin expliquait, je vais essayer de donner un éclairage santé publique, au fond, à cette discussion cet après-midi, parce que, bon, j'ai une formation médicale en santé publique. Alors, comme tout médecin de santé publique, je vais commencer par quelques chiffres, mais inquiétez-vous pas, je ne vais pas vous inonder avec des chiffres. Je voudrais simplement vous donner une petite idée de l'importance de la consommation de substances psychoactives illicites au Québec.
Malheureusement, on n'a pas beaucoup de données sur le sujet. La dernière enquête populationnelle disponible remonte à 2010-2011 et c'est une enquête qui a été menée par l'Institut de la statistique du Québec sur la consommation de substances chez les jeunes du secondaire. Ce que cette enquête donne ou montre, c'est que le quart, c'est quand même 25 des jeunes âgés de 12 à 17 ans, donc des milieux de l'école secondaire, disent avoir déjà consommé une substance psychoactive illicite, donc au moins une fois dans leur vie. Et c'est la même proportion pour la consommation dans la dernière année, ce qui montre peut-être qu'à cet âge-là, la vie est courte, mais bon. C'est 12 des jeunes qui disent avoir consommé de manière régulière et 1 sur 20, donc à peu près 5 qui dit, pas qui dit, mais qui cote pour une consommation problématique, donc une consommation qui entrave les autres sphères de la vie. En gros, on a donc 1 jeune sur 10 qui pourrait avoir une consommation préoccupante, soit parce qu'elle est carrément problématique déjà ou qu'elle est régulière. On n'a pas vraiment de statistiques qui nous permettent de dire est-ce que ça monte, est-ce que ça descend à travers le temps, mais on peut croire, ou en tout cas dire sans penser trop se tromper, que ces chiffres-là sont stables d'une année à l'autre. En fait, un peu en écho à ce que mes collègues ont dit tout à l'heure, ce qu'on peut certainement dire, c'est que non seulement cette consommation-là semble être relativement stable d'une année à l'autre dans la population jeune, mais ce qu'on voit aussi, c'est que le marché propose des substances de plus en plus variées. Par exemple, aux États-Unis, ce qu'on observe, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de systèmes de surveillance épidémiologique aux États-Unis, beaucoup de statistiques disponibles. Ce qu'on observe, c'est qu'à travers le temps, la consommation de cocaïne et d'héroïne, dont on parle souvent beaucoup, à raison bien sûr, mais quand même, il n'y a pas juste ça. D'ailleurs, cette consommation-là, selon les statistiques, est à la baisse chez les jeunes et ce qu'on voit, c'est un usage de plus en plus fréquent de médicaments, un usage non médical de médicaments. En fait, ce qu'on observe aux États-Unis, c'est qu'après le cannabis, les médicaments seraient la 2e catégorie de substances consommées lors de l'initiation chez les nouveaux usagers de substances illicites. On parle de substances, de médicaments psychothérapeutiques, comme par exemple les benzodiazépines. On parle de stimulants, mais on parle surtout de médicaments antidouleurs opioïdes. D'ailleurs, ça a été la raison de nombreuses overdoses mortelles chez les jeunes et dans des populations plus âgées. Et on qualifie ça de désastre aux États-Unis et même au Canada. Le Centre canadien de lutte aux toxicomanies a sur son site Web un rapport montrant que la consommation médicale non médicale de médicaments opioïdes est actuellement à l'état épidémique au Canada et constitue une priorité de santé publique. Ce que je peux dire aussi, c'est que comme personne de santé publique, on s'intéresse, comme je vous le disais, beaucoup aux statistiques et aux tendances. Et encore une fois, malheureusement, on n'a pas de système de surveillance régulier, on n'a pas d'observatoire des toxicomanies au Québec, ce qui serait certainement une priorité. Et à cet égard-là, on est en retard par rapport à d'autres nations comme par exemple en Europe où il existe un observatoire européen des toxicomanies. Nos données sont souvent des données qui sont issues de projets de recherche ou de systèmes de surveillance de 2e génération dont le financement est continuellement remis en question. Ce qu'on peut voir à travers ces différentes sources ou bases de données, c'est encore une fois que les substances changent avec le temps. On a, par exemple, le réseau Survudi, qui est un réseau de surveillance épidémiologique qui est basé sur la consommation chez les injecteurs de drogue, qui montre que la consommation de crack est à la hausse depuis peut-être 2003-2004 au Québec. On a de plus en plus de roches de crack, de cocaïne sous forme crack disponibles, et c'est au détriment de la forme poudre. Ces changements-là s'accompagnent de changements dans les modes de consommation où on voit de plus en plus de cocaïne fumée, alors que la cocaïne poudre s'injecte souvent lorsqu'elle n'est pas sniffée.
Ces changements-là, au fond, amènent des changements non seulement dans les modes de consommation, donc ces changements dans les formes vendues amènent des changements dans les modes de consommation chez les usagers et, bien sûr, amènent aussi des changements dans les besoins de santé parce que les besoins sont différents selon qu'on fume le crack ou qu'on s'injecte la poudre. Dans le même système de surveillance épidémiologique des comportements chez les injecteurs, on observe aussi une augmentation de la consommation non médicale de médicaments opioïdes, un peu à l'image de ce qu'on observe aux États-Unis chez les populations plus jeunes. Cette hausse, donc, est vraiment le reflet de ce qui se passe en Amérique du Nord. Serait, entre autres, le reflet d'une disponibilité accrue de toutes sortes de nouvelles molécules analgésiques opioïdes dispensées par les compagnies pharmaceutiques et prescrites par les médecins. Autrement dit, ce qu'on voit dans les cliniques maintenant où il y a des traitements de substitution offerts, c'est de plus en plus des usagers de médicaments légaux, dont les usages sont parfois détournés, bien sûr, et peut-être un peu moins d'héroïnomanes. Bref, au fond, mon message ici, c'est de vous dire que la consommation perdure, peu importe la présence des politiques répressives, et qu'au fond, ce qui change, c'est le visage des usagers, les types de substances, les façons de consommer. Il y a beaucoup de... Je dirais, ça bouge beaucoup à cet égard-là dans la population. Et malheureusement, encore une fois, on a de la difficulté à suivre le phénomène parce qu'on manque de système sentinelle par rapport à ce problème-là. Alors, bien sûr, avec la diversité des substances et les changements dans les substances disponibles, les problématiques changent aussi avec le temps. On trouve de plus en plus de problèmes de santé mentale. Les intervenants se préoccupent de plus en plus de comorbidités, santé mentale, toxicomanie, pour n'en nommer qu'un seul. Alors, depuis quelques années, comme le disaient mes collègues, il y a des instances internationales, dont la Global Commission on Drug Policy, qui s'activent à assurer une voix aux défenseurs de la libéralisation des politiques sur les drogues à l'échelle internationale. De toute évidence, avec la diversité des substances et l'imagination des fournisseurs ou des producteurs, clairement, il faut développer des stratégies qui dépassent la simple prohibition ou la guerre aux drogues. En plus de dénoncer les effets pervers de ces politiques, des alternatives sont proposées. Alors, par exemple, la Global Commission on Drug Policy fait la promotion de stratégies qui vont permettre ou favoriser ou faciliter les cultures alternatives dans les pays traditionnellement producteurs de pavot ou de coca. Selon la Commission, les initiatives qui ont été menées jusqu'à ce jour ont été beaucoup menées dans une perspective de contrôle et de réduction de l'offre, sans égard aux besoins de développement des communautés concernées, ce qui fait que ces nouvelles stratégies-là n'auraient pas eu des résultats optimaux. La Commission fait les représentations pour qu'on avance et qu'on fasse plus par rapport à cette stratégie-là et qu'on travaille moins dans une perspective de contrôle et plus dans une perspective de soutien aux communautés. Une autre alternative qui est promue par la Commission, c'est bien sûr le travail basé ou une stratégie basée sur une perspective de santé publique, donc une perspective sanitaire et humaniste. Je vous encourage à aller sur leur site et à lire certains documents, dont celui qui a été publié en juin 2012 qui s'intitule « La guerre aux drogues face au VIH-Sida » et plus récemment un autre document qui a été publié, donc en mai 2013, qui parle de l'impact négatif de la guerre aux drogues sur la santé publique. Dans ces documents-là, la Commission argumente de façon très, très convaincante en faveur d'une politique de santé publique en matière de drogue. Et je pense qu'à cet égard-là, ça peut être très intéressant de les consulter. Bref, partout, des voix s'élèvent pour faire reconnaître l'importance des avancées scientifiques en toxicomanie et l'importance, donc, de diversifier les stratégies sans dénigrer ou dire qu'il n'y a pas matière à faire un contrôle de l'offre. Clairement,
il y a trop d'accent qui est mis sur le contrôle de l'offre et pas assez sur la santé des usagers. À cet égard-là, je vais accélérer un peu, je pense. Je pense qu'il est important de dire qu'en 2006, le ministère de la Santé et des Services sociaux a lancé un plan d'action interministériel en toxicomanie qui interpellait donc plusieurs ministères, le ministère des Transports, le ministère de l'Éducation, Loisirs et Sports, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Bref, presque tous les ministères qui pourraient avoir un intérêt par rapport à la santé de la population ont été interpellés. Et ce plan-là, qui est un plan 2006-2011, donc qui est en refonte, reposait déjà sur les constats dont on vient de faire étalage, si je peux dire, diversification de plus en plus grande du marché des drogues, usage de plus en plus précoce chez les jeunes, phénomène de plus en plus important de polyconsommation. Souvent, on pense aux héroïnomanes, aux cocaïnomanes, alors qu'on sait très bien que très souvent, les gens utilisent plusieurs substances. Problème d'alcool, bien sûr, chez les jeunes, avec des conduites à risque importantes comme le calage. Et donc, des constats que je pense pouvoir dire qui sont encore présents en 2013 au Québec. Encore une fois, malgré des plans d'action, la problématique perdure. Il ne s'agit pas ici de dénigrer le plan d'action. Au contraire, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes dans ce plan d'action-là. Celui-là aussi, je vous encourage à aller le lire sur le site du ministère. Il y a toute une stratégie qui se décline en prévention, intervention précoce, traitement et réinsertion. Il y a déjà plusieurs choses qui ont été mises de l'avant, mais le plan, bien sûr, n'est pas achevé. Je pense en termes d'éléments positifs, peut-être plus directement en lien avec la discussion de cet après-midi, j'aimerais souligner les activités de concertation santé publique et sécurité publique. De plus en plus, la santé publique travaille de concert avec les autorités de santé publique pour réduire les méfaits de la consommation de substances. Il y a un comité qui existe, provincial, qui travaille notamment sur la prévention du VIH et de l'hépatite C chez les UDI. Malheureusement, ces comités-là sont souvent très focusés sur des problématiques spécifiques. On parle ici de VIH, d'hépatite C. On parle donc de conséquences très particulières de la consommation et on oublie le big picture, si je peux dire. Mais quand même, je pense que ces stratégies, ce comité-là est un bel exemple du fait qu'on peut quand même avancer sans nécessairement attendre que les lois changent. Et ça, je pense que c'est un message qu'il faut quand même mettre de l'avant aujourd'hui, c'est qu'il y a du bon monde, il y a du monde qui travaille de plus en plus ensemble pour contrer, je dirais, les effets pervers de certaines lois et améliorer la santé des usagers. Sur une note moins positive, j'aimerais toutefois quand même dire que on a encore beaucoup à faire au Québec. On attend toujours une vraie politique de santé publique en toxicomanie au Québec, une approche populationnelle qui dépasse la logique de répondre à la demande de certains utilisateurs de services. Il faut vraiment avoir une stratégie qui cible le mieux-être de toute la population, y compris, bien sûr, les usagers et les demandeurs de services. Je pense que cet égard-là, on est encore en attente et ça se manifeste à plusieurs niveaux, notamment au niveau des services. On constate une absence d'accessibilité au traitement de substitution pour les usagers dépendants aux opioïdes. Il y a un rapport qui a été publié récemment par le CRAN qui montre très bien une grande diversité de l'accessibilité aux services d'une région à l'autre, mais aussi on peut dire que pour tout le Québec, l'accès à la substitution est très, très précaire. On est en retard par rapport à de nombreux pays européens comme la France et la Suisse, pour qui les traitements de substitution sont éminemment accessibles. Je dirais que c'est même honteux. Et en tant que médecin, j'aimerais ici aussi dire qu'il est déplorable de voir à quel point les médecins sont peu impliqués en toxicomanie au Québec, non seulement au niveau de la substitution, mais aussi au niveau du dépistage et de l'intervention brève.
Je me plais souvent à dire que ça devrait faire partie de la pratique générale normale de pouvoir dépister et faire des interventions légères en toxicomanie. Un omnipraticien qui, par exemple, suit un patient diabétique n'arrivera jamais à contrôler la glycémie de la personne si il ne sait pas, par exemple, que cette personne-là boit 4 gros gins à tous les soirs. Donc, je pense que ça va de soi que la bonne pratique maintenant chez le généraliste implique la capacité d'intervenir sur tout le continuum d'une consommation abusive ou dépendante. Bref, je pense que je vais arrêter là parce que je suis probablement en train de dépasser le temps. Mais voilà. Bon, merci, Elise. You will have the opportunity to carry on during the question period. So our last speaker is Senator Pierre Nolin. He's been appointed to the Senate 20 years ago by Brian Mulroney. I think in this room here is probably the only one who can speak to the Prime Minister. So if you have any requests during the question period, it's your chance. He's a very active person. He's sat and sits on many standing committees at the Senate. But of most relevance today is that he was chair of the Senate Special Committee on Illegal Drugs. So, Senator Nolin. Merci beaucoup, Dr. Boivin. First, I want to thank the organizer for inviting me. I think it's quite appropriate to maintain the kind of discussion that we're having today. I think that is the only way to reach a solution. The synopsis of the present discussion is probably the best way to encapsulate the problem. Why is that? Why do we still have such a gap between the public health approach and the criminal approach? Well, I decided in 7 minutes, and of course we will have a question period, so I've decided to answer to that question. Why do we, in a modern society like ours, we still have, and where's the origin of that? And you will not be surprised that when my colleagues and I, more than almost 15 years ago, we decided to ask the Senate to give us the mandate to move into the creation of a special committee to look into the question of the public policy on illegal drugs. One of the first reality that we faced was that gap. And we decided to invite experts to understand the history of that, why that gap. And one of the discovery, and it was a discovery for me, I don't know in the audience how many people read on the history of drug control in the world. You will, those who have not, you will be surprised that a Canadian and an American police, so law enforcer, are at the origin of that gap. Let me give you some answers to that. Of course, we had the Shanghai Convention in 1912, which created the first global movement to control access to opiates. The sanitary label of such an international policy was all over the place. Everybody was talking about taking care of Mr. Lévesque. But when you start to look into the how-to, you found out that there was no such thing as taking care of Mr. Lévesque. It's only in 1948 that the real, just after the Second World War, that the two gentlemen that I was referring to, Mr. Sharman, a Canadian, who was the drug enforcement director in Health Canada, and Mr. Anslinger, who was it was not the name at that time, now it's called the DEA in the US. He was the head of that branch of the executive. And the two guys who were not really happy with the various small steps started in Shanghai in 1912,
they decided to really create a structure that would force the various government signatories to those treaties to enforce the law and force them to adopt laws that would use prohibition as the main driving engine of the policy. So, when Paris, 1948, where Paris? Those who want to search on Google, the Paris Protocol, you will get all the detail of that. Why? At that time, the UN was just had been created, and there was one of the entity created within the UN was the International Health Organization. Bad for those two guys, wrong people to talk to, because they were asking the right questions. So we don't want to be questioned or almost harassed by doctors, researchers, people who really care about that, Mr. Lévesque. Je m'excuse beaucoup de vous prendre un exemple. Who really care about Mr. Lévesque because it was a real phenomenon growing. So they decided to give, it was more appropriate to give, to ask the various signatories, part of the treaties, to ask those countries to send law enforcers around the table and forget about doctors and researchers. So that's why those who are questioning yourself, why is it in Vienna that International Drug Agency is? Well, that's the answer. They don't want to be even close to the Health Organization. They don't want to hear those guys. Since 1948, I must, to be honest with them, they've occasionally asked the WHO some question. A good one is heroin. Heroin should be used as a medicine? And the answer was no. Now we have morphine, and we better use morphine. Mes collègues et moi avons été préoccupés par ce court, mais très, très révélateur évolution historique. Et c'est ce qui nous a fait comprendre que les États avaient les deux mains attachées. Deux mains attachées. Parce que la plupart des pays sont signataires de ces traités. Ils sont, parce qu'aujourd'hui, on résume, il y a maintenant que 3 traités qui forcent les pays à mettre en œuvre leur politique publique sur les drogues. Et nulle part, il y a une logique sanitaire dans l'évolution de ces traités-là, donc des politiques publiques. Arrêtez pas là, arrêtez de chercher, il n'y en a pas de solution. Il y en a une solution, mais il n'y en a pas de logique sanitaire dans leur approche. Leur logique est purement répressive parce que les traités obligent ça. Ne perdez pas de vue que ce sont les mêmes traités. On vit dans une société riche, prétendument évoluée. C'est les mêmes traités qui forcent Santé Canada et le gouvernement du Canada à enregistrer à Vienne leurs besoins en substances médicinales à base d'opium. Chaque année, le Canada doit soumettre ses besoins et nous recevons un permis de Vienne pour pouvoir acheter de producteurs qui ne sont pas canadiens ou même ceux qui sont canadiens. Tout ce que vous entendez, dilodide, même si ce sont des molécules qui ne sont pas de l'opium, mais des molécules qui ont été construites à partir des molécules naturelles à l'origine. Malgré tout, tous ces médicaments-là, pour être utilisés au Canada, on doit avoir le permis des seigneurs de Vienne. Maintenant, il y a des politiciens, puisqu'il faut qu'on en parle, à qui ça fait l'affaire que les traités les obligent à avoir cette approche. Pour des raisons souvent dogmatiques, morales. Puis vous n'avez pas besoin de chercher tellement loin. Puis si vous me tordez un bras, je vous donnerai des noms tout à l'heure. Mais c'est mauvais.
c'est mauvais. Et c'est pour ça que le symposium ou la réunion d'aujourd'hui est intéressante parce que vous posez la bonne question. Est-ce que la science a un rôle à jouer? La réponse, c'est oui. Est-ce que la science doit remplacer le libre arbitre des individus? Non. La science doit le soutenir. L'individu doit être maître de ses décisions. Si M. Lévesque, et je m'excuse encore, décide de consommer de l'héroïne, c'est son choix. La science est là pour l'informer des conséquences possibles de son choix. Mais en bout de ligne, ni la science, ni les chercheurs, encore moins l'État, doit être celui ou l'entité qui doit prendre une décision pour M. Lévesque. Now, what should we do? Should we just wait for some genius to embrace the cause internationally, like the no, not the World Health Organization, Mrs. Arbu organization, the International Council? No. We can do something in Canada. And I must tell you, because I have traveled a lot with that report, and I brought with me only the first volume of a 1,000 pages document, and you should have, if you're interested, we don't print any more copies of it. It's too thick. It's the burden on our budget in the Senate. It's too big. So download it from the website. We must tell you that because we're tracking the number of downloads, we're more than 50,000. And we've been out of a job on that committee for the last 13 years. So it is still by far the most popular document from the Senate. No, I think we can do something because ultimately we are the state. It's us. And you, in the research field, the science field, you have a role to play. Dr. Roy was talking about, she's working with the public health organization here in Montreal. Her colleague in Vancouver, in British Columbia, are probably the one, Dr. Kendall and his group. When that report had been printed and signed off, they were already working on what should be the next step. I don't know who's from British Columbia around here, but you are at the forefront of uniting the various health organization and public health organization in the country. You have a role to play, but don't work in the isolation of your office. Open the windows, invite the population, make sure that whatever you're doing is known to the people because, you know, at the end of the day, because we are the state, we are the only one who will force governments who are our agents. We're going to force them to change. We have the angels on our side because we have science on our side. That's the message I want to leave with you today. And I'm sure you have questions. I'll be happy to answer, of course, in both official languages to your question. Thank you very much. Bon, alors je remercie nos quatre conférenciers. So it's open for questions. If you like, when you ask your question, perhaps you could tell us who you are in terms of what you study or where you work. So it's open. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Je suis un étudiant ici à maîtrise à McGill en neurosciences, donc pas nécessairement relié au sujet, mais j'étais très intéressé à l'argument historique, donc les traités qui sont passés et tout. Et ma question est plus au sens large, dans le sens que souvent il va y avoir des raisons historiques pourquoi nous avons certaines policies ou on a certaines réglementations. Alors comment on peut créer une société qui est capable de s'adapter plus rapidement aux découvertes de la science ou aux nouvelles informations? Je vais risquer une réponse. Merci, c'est une question fort intéressante. Je pense que
tout a commencé par les traités et tout doit se poursuivre. Surtout l'évolution qu'on voudrait y voir doit passer par les traités. Laissez-moi au moins ouvrir la parenthèse sur le rôle que le Canada peut jouer. Je pense que si le gouvernement du Canada, quelqu'un a employé l'expression « mettait ses culottes », parce que la population le forçait à le faire, le gouvernement du Canada pourrait très bien être le leader international que la communauté internationale attend. Moi, je dois vous dire que ce que Mme Arbour et ses amis de l'organisation du Conseil, j'oublie toujours leur nom, le Global Commission, la Commission globale, ils cherchent finalement à convaincre les gouvernements de modifier les traités internationaux. Premièrement, on doit séparer la question des substances médicinales, sortir ça des mains de Vienne et confier ça à l'Organisation mondiale de la santé. Ça, c'est step numéro 1. Ça, là, on ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. C'est la première étape. Deuxièmement, mais on doit les changer, ces traités-là. Ça prend un leader. Et il y a plusieurs pays qui attendent ce leader. Ce sera peut-être les Américains. Les Américains ont une forme de gouvernement direct, assez unique, avec ces référendums qui peut provoquer la mise en place de lois. On le voit en ce moment au Colorado et dans l'État de Washington. Ça peut peut-être devenir ça. J'en doute. Moi, je pense que le Canada est beaucoup mieux placé si les bons individus mettent leur culotte, j'emploie encore l'expression. Ça doit passer par là. Ça doit passer par là. Maintenant, on n'en sort pas. Les traités, c'est la façon de fonctionner maintenant. Parce qu'on vit dans un environnement tellement globalisé qu'un pays ne peut pas... chaque pays est tributaire de la capacité des autres à fournir et à l'aider à combler ses propres besoins. Alors, tout est interrelié. Les producteurs d'opioïdes médicinaux sont pour la plupart des entreprises qui ne sont pas des entreprises canadiennes. Je ne sais pas s'il y en a dans votre famille. Moi, j'en ai sur moi parce que j'ai un problème de santé. Je me colle un timbre, puis l'entreprise qui fabrique le timbre n'est pas une entreprise canadienne. Alors, est-ce que je veux que le timbre continue à être disponible à ma pharmacie? Oui. Donc, vous voyez, là, je fais bien attention quand je parle de l'approvisionnement en opioïdes médicinaux, parce que je sais que les traités sont là pour m'empêcher de les avoir. Mais on doit avoir quand même une réflexion qui soit respectueuse des droits fondamentaux des individus, puis je pense que le Canada peut provoquer cette prise de conscience internationale. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Un peu longue, mais je m'en excuse. Sénateur Nolin, vous avez répondu à la question, mais j'aimerais rajouter. Je suis un peu moins... En fait, j'aurais le même espoir que vous de penser que le Canada pourrait être ce leader-là, mais pas le Canada qu'on connaît aujourd'hui. Et je vais vous donner... Et moi, je vais le dire, sans qu'on ait à vous tordre le bras. Je vous donne 2 exemples très récents. Et c'est triste. C'est vraiment triste qu'on soit dans un contexte qui fait fi des réalisations scientifiques et qui viennent nous permettre de dire, dorénavant, il faut faire les choses autrement. À la conférence de 2010, à Vienne, sur le territoire de ces instances internationales dont vient de parler le sénateur Nolin, a eu lieu une des grandes conférences de UNAIDS. Hein, comment on appelle ça? UN, c'est la Conférence des Nations Unies. Bon, voyons, je cherche là, mais UNAIDS. Grande conférence, 15 000 participants. Nous avons signé à cette occasion-là ce qu'on appelle la Déclaration de Vienne. Pour la première fois, des leaders du monde scientifique se sont réunis, ont réfléchi et ont dit « c'est terminé maintenant, il faut changer les choses parce que nous avons les recherches ». Les recherches, au cours des années, ont été excessivement importantes. Le Dr Roy peut en témoigner. Il y a près de 25 ans maintenant, tous les deux, nous étions membres fondateurs de Cactus Montréal.
le premier site d'injection, c'est-à-dire pas le premier site d'injection, mais le premier site, le premier programme d'échange de seringues en Amérique du Nord. Le premier programme d'échange de seringues en Amérique du Nord. On partait de loin. On n'avait pas de recherche. Et au fil des ans, on a bâti les données. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le meilleur leader, dans le fond, c'est la patience que l'on a eue pendant toutes ces années-là. Pour vous dire à quel point il est décevant de constater que le Canada ne sera pas ce leader-là, du moins pas à court terme. Lorsque la décision de la Cour suprême est sortie en septembre 2011, le gouvernement venait de, comme on dit en termes de hockey, manger une bonne volée. Le gouvernement canadien venait de recevoir une gifle très sévère. La Cour suprême du Canada venait de dire « Addiction is an illness ». La toxicomanie est une maladie. Insight in Vancouver is a health center and must stay open. Venait dire au ministre de la Santé, vous devez exercer votre pouvoir discrétionnaire en tenant compte d'une bonne balance entre la sécurité publique et la santé publique, ce que vous n'avez jamais démontré. Il y a quelques mois, mois de juin, le gouvernement fédéral répondait pour la première fois à la Cour suprême en émettant dans un projet de loi, le projet de loi C-65, projet de loi sur le respect des communautés. Vous voyez le langage du gouvernement, respect des communautés. Un autre projet de loi, le C-10, sécurité dans les rues et dans les communautés. Something like that. C'est le mantra, c'est le motto du gouvernement. En juin 2013, le gouvernement émet les balises en disant, voici, on répond à la Cour suprême qui nous dit qu'on a enfreint le droit à la vie, le droit à la sécurité, le droit à la liberté garanti par la Charte canadienne pour les utilisateurs de drogues injectables. Voici notre réponse. La réponse est tellement violente que toute demande d'exemption qui risque d'être déposée au cours des prochains mois par des organismes communautaires, des organisations de santé publique, risque de se voir refuser parce que les exigences sont telles que toute possibilité de refus est donnée comme sur un plateau d'argent au ministre de la Santé. On va avoir besoin de l'opinion des corps policiers, l'opinion des policiers, des politiciens municipaux, provinciaux, ça va de soi, lorsqu'on sait qu'il y a une opposition farouche dans chaque municipalité. Il y a une contradiction avec ce que la Cour suprême a dit. Il y a un manque de respect par rapport à des droits fondamentaux. Et du même coup, la Cour suprême dit, un des critères sur lesquels vous devez vous baser, c'est d'aller consulter la population et savoir qu'est-ce qu'ils en pensent. Plus vous aurez d'opposition, plus vous allez donner de munitions au gouvernement. Tout de suite après l'émission de ces balises, le gouvernement émettait un news release, un communiqué, dans lequel, et c'est assez révélateur de la politique et de la façon de penser du gouvernement, on nous dit « Our government believes that creating a location for sanctioned use of drugs obtained from illicit sources has the potential for great harm in community. » Alors voyez-vous, comment peut-on penser qu'un gouvernement actuel, le gouvernement conservateur actuel, est de bonne foi? On continue en disant « The illicit drug covered by the Controlled Drugs and Substance Act pose serious risk to the health of Canadians », says Minister Blaney. Et c'était la ministre Aglukkaq qui a fait le premier commentaire. Au même moment où ce communiqué-là était diffusé, l'organe du parti, venait dire « Do you want a supervised drug consumption site in your community? » Et ça, c'est parti partout sur les fils de presse au Canada, dans les domiciles des gens membres du Parti conservateur et ailleurs. There are facilities where drug addicts get to shoot up heroin and other illicit drugs. I don't want one anywhere near my home, etc., etc. Le parti
qui lui-même, quelques minutes auparavant, le Santé Canada venait d'émettre un communiqué de presse pour dire voici nos balises en fonction de la décision de la Cour suprême. La semaine dernière, probablement en prévision de l'anniversaire de la décision de la Cour suprême, même tactique du gouvernement conservateur. Stop giving heroin to addicts. Le gouvernement, non pas le gouvernement, mais le parti. Will you stand with us? Add your name here. C'est une pétition. Drug addiction is a very serious problem in our communities. Drugs like heroin tear families apart, promote criminal behavior and destroy lives. C'est vrai. Sauf que les solutions proposées ne sont pas celles vers lesquelles on doit se diriger. Alors, deux exemples frappants pour vous dire à quel point c'est décevant de se retrouver devant un gouvernement qui nie tout constat scientifique avec lesquels maintenant l'on fonctionne. Le leader ou les leaders, ils se retrouvent aujourd'hui en Amérique latine. Ce sont ces présidents de la commission dont on parle qui ont vraiment sonné le glas de la politique de la prohibition. C'est récent, c'est un tournant majeur. Et ce sont ces leaders-là qu'on doit suivre. Et le Canada doit le faire. Mais pour l'instant, il faut être patient encore. Juste rajouter un petit point, ça va être pas mal plus court, mais je pense que ce qui est important peut-être de mentionner, c'est que tout ce débat-là autour de l'héroïne, notamment, et les sites d'injection sécuritaires, sont comme une pointe de l'iceberg, je disais, et une bonne démonstration de la mauvaise foi, je dirais, souvent des autorités qui s'occupent des questions de toxicomanie. Puis je trouve que souvent on évacue, puis je rejoins peut-être, en tout cas je ne sais pas si je rejoins une de vos préoccupations, mais toute la question de comment répondre rapidement aux nouvelles tendances, puis parce que dans toute cette discussion-là, on évacue le fait que peut-être que d'ici quelques années, on ne parlera même plus d'héroïne ou de cocaïne. Bon, peut-être que j'hallucine ou moi-même, mais clairement, on a un marché qui est de plus en plus diversifié avec des nouvelles substances qui sont complètement synthétiques, qu'on appelle souvent les nouvelles drogues de synthèse, qui ne sont ni de l'héroïne ni de la cocaïne. Ces substances-là qui arrivent sur le marché en grande quantité ne sont même pas dans la liste des substances contrôlées parce qu'elles arrivent trop rapidement sur le marché, donc elles sont légales. Les médicaments qui sont de plus en plus aussi consommés pour des usages non médicaux sont des substances légales. Alors, je trouve qu'à un moment donné, on va devoir aussi faire face à ces nouvelles tendances, ces nouvelles substances qui sont comme complètement évacuées des discussions d'aujourd'hui et qui, à mon avis, appellent encore davantage à des approches sanitaires. On ne pourra jamais contrôler tout ça. Alors, quelque part, effectivement, je ne sais pas c'est quoi la réponse, je ne sais pas comment on va faire pour répondre plus rapidement, réagir plus rapidement, puis être plus en ligne ou en temps réel avec ces nouvelles tendances-là, et comment aussi éduquer la population pour qu'elle puisse aussi faire pression sur nos gouvernements. Parce que oui, on a besoin, il faut vivre avec les traités, il faut vivre avec les gouvernements, mais comme vous le disiez avant qu'on arrive ici, c'est nous, mais c'est nous l'État, quelque part, et ce sont les mandataires, comme vous disiez, qui sont à la tête. C'est pas nos papas et mamans qui doivent décider pour nous. Donc, et ça, j'avoue que je ne sais pas comment on peut faire pour renverser justement la dynamique et faire en sorte qu'on soit plus proactif, nous, le peuple, dans ces questions de consommation. Parce que j'ai l'impression souvent aussi que la population est un peu, mais là c'est une opinion personnelle, mais un peu complice des gouvernements parce que c'est rassurant de penser que quelqu'un s'en occupe, puis de penser que quelqu'un contrôle le méchant vendeur qui va peut-être essayer de vendre de la drogue à mon enfant dans la cour d'école. Donc,
il y a ce côté-là là, d'éducation de la population que je pense qu'il va falloir travailler clairement pour... Monsieur Nolin voulait ajouter un mot. Hein? Oui. Oui. Premièrement, d'emblée, je ne conteste pas du tout l'opinion de Louis, pas du tout. Et le docteur Roy met le doigt sur le bobo. Je vous l'ai dit à la fin de mon petit laïus. We're in charge. It's up to us. Le discours sécuritaire des politiciens fonctionne, comme j'ai dit à tes élèves il n'y a pas longtemps. Ça fonctionne. Je suis sûr que je ferai un petit sondage ici dans la salle et je vous demanderai si vous aviez à choisir entre un discours sécuritaire, le Safe Street Speech, OK? J'espère que vous êtes familier avec cette idée, là, et le discours sanitaire, qui peut être endormant à la limite. Plus on va se rapprocher de la période électorale, le moment où l'État confie à son mandataire un nouveau mandat ou décide de le foutre à la porte, plus on va se rapprocher de cette échéance-là, plus vous allez entendre le discours sécuritaire. Pour les raisons que le docteur Roy vient de mentionner, c'est rassurant, le discours sécuritaire. Maintenant, la solution, vous, les scientifiques, vous avez la solution dans vos mains. J'allais t'affubler du titre de docteur, Louis. Maître, tu aurais aimé ça? Bon, Louis nous a parlé du projet Naomi. Tu sais, là, le fameux communiqué de presse du Parti conservateur, parce que Vancouver a demandé un renouvellement. Qui a déjà entendu parler du projet de Naomi ici? C'est quand même la preuve de mon argument. Depuis près de plus de 20 ans, en Suisse, pour faire face à un phénomène d'usage de drogues injectables, d'héroïne principalement, ils ont décidé de créer, ils sont très pragmatiques les Suisses, de créer des cliniques où on traiterait les usagers comme des malades. Après avoir évalué que monsieur un tel a besoin de son fixe, ils ont décidé, OK, à heure fixe, monsieur X va venir chercher sa quantité d'héroïne, parce que l'objectif, c'est de s'assurer que monsieur X cesse d'être un criminel pour redevenir un bon citoyen. Alors, ce programme-là après quelques années d'expérience, s'est avéré positif. Et des chercheurs canadiens ont décidé de tenter l'expérience. Devinez quoi? Ça prenait l'opinion des gouvernements qui donneraient des subventions. Et M. Chrétien a fini par dire oui. J'espère que vous savez qui est M. Chrétien. Il a été premier ministre du Canada à un moment donné. Parce que M. Harper n'a pas toujours été là. Alors, avant M. Harper, même avant M. Martin, il y avait un M. Chrétien qui a risqué la réponse, qui a dit oui, on va essayer ça. Le dilemme, c'était on doit alimenter ces centres-là en héroïne. Puis il y avait une question éthique. Si on arrête le programme, qu'est-ce qu'on fait avec ceux qu'on a enregistrés dans le programme? Est-ce qu'on continue à leur donner de l'héroïne? Toutes ces questions-là ont été examinées par les spécialistes avant que le programme reçoive le feu vert. Plusieurs années plus tard, le programme existe toujours. Je pense qu'il y en a encore à Montréal. Hein? Naomi existe. Bon, vous voyez, c'est pour vous démontrer que, parce qu'ils ont tellement réduit la grille d'entrée, ils n'en veulent pas. Mais mon point est le suivant. Vous n'étiez pas au courant. Vous êtes intéressé par un symposium de sciences comme celui d'aujourd'hui. Vous restez après les heures pour venir nous écouter, puis vous ne savez pas quel est le programme Naomi. C'est significatif. Ça veut dire que Naomi a oublié une chose, de faire la publicité, d'expliquer à la population ce qu'il faisait. C'était ça que je vous disais tout à l'heure. Vous allez découvrir des recettes, vous allez découvrir des phénomènes, vous allez découvrir des avenues de solutions, mais vous allez garder ça secret. C'est là le problème. Invitez la population à partager avec vous. C'est ça, je pense que si vous devez partir de ce petite discussion avec une idée en tête, mon prochain programme de recherche, quand je vais sentir que j'ai le doigt sur une solution, j'en parle.
Parce que dites-vous une chose, vous ne le savez pas, puis les journalistes ne le savent pas plus. Puis on vit à une époque, comme disait le docteur Roy, où quand on ne le sait pas, ça n'existe pas. Alors, il faut que ça soit su. C'est le prix à payer pour, lorsque va venir le temps, pour nos mandataires de nous demander un renouvellement de mandat, qu'on leur pose des questions, puis qu'on leur dise peut-être, on va essayer l'autre équipe. Peut-être. Moi, j'aimerais... Oups, c'est fort, ça. Moi, j'aimerais revenir un petit peu sur Naomi d'une façon plus provinciale, donc au niveau du Québec. Alors, premièrement, notre association a été partenaire dans le projet Naomi. On ne se demande pas pourquoi, parce qu'on est des gens qui utilisent des opioïdes, donc on était prédestinés à être partenaire dans ce projet de recherche-là. Quand il est venu le temps de développer un service de compassion pour les gens qui avaient participé au projet, d'ailleurs, j'ai vu des gens qui étaient pratiquement à l'allure de zombies revenir à la vie et reprendre leur vie en main parce qu'ils avaient ce service-là. Donc, c'était vrai que c'était positif. Mais je me rappelle à l'époque où on était dans une époque où les ministres de Santé du Québec ont changé. Il y avait des accords pour poursuivre le projet. Et pour une question d'environ, parce que tous les chercheurs et les groupes avaient trouvé le financement pour poursuivre ce projet-là, il manquait environ 250 000 $ année pour le poursuivre. Et ça a été un non catégorique du ministère de la Santé. Donc, on a eu un changement de ministre. On a eu aussi une période qui était une période d'élection. Et naturellement, par peur de perdre du capital politique, ces gens-là ont backé, sont reculés sur une décision qui était prise dans l'informel et ils ont déçu tout le monde là-dedans. Ils continuent de nous décevoir d'ailleurs. Ce que je voudrais vous faire part aussi, c'est que pour ceux qui sont vraiment intéressés d'avoir un portrait de la situation au Canada par rapport aux politiques en matière de drogue, je vous invite à aller sur le site de la Coalition canadienne sur les politiques en matière de drogue et de télécharger le document qui est en français, c'est « Se rendre au lendemain » et en anglais, je crois que c'est « Going forward ». Et allez voir ça, ce document-là, prenez-en connaissance, parlez-en à vos amis et vous allez voir que vous êtes victime de désinformation de la part de nos gouvernements. Et il est temps que les citoyens, ceux qui sont l'État, se prennent en main et mettent leurs pieds à terre. Merci. Moi, je suis étudiante à la maîtrise de l'Université de Montréal. Et c'est très intéressant. Puis, j'ai compris un peu la complexité politique. Mais je veux revenir à un point que Dr. Roy a mentionné. Vous avez dit que vous trouvez ça dommage qu'il n'y ait pas plus de médecins qui s'intéressent au problème de, justement, la dépendance. Puis je me suis dit, est-ce que ce serait aussi en lien avec le fait que le système de santé en général n'est pas très bien équipé en fonction de comment s'occuper des problèmes de santé mentale, parce qu'on peut voir l'utilisation de substances comme étant un problème de santé mentale. Est-ce que vous voyez que c'est une manifestation de ce problème-là ou bien c'est juste un tabou dans le système de santé en général? Comment vous le voyez? Je dirais que c'est probablement un problème assez complexe. J'ai l'habitude de dire, quand j'ai fait mon cours de médecine il y a plusieurs années, ce que j'ai appris en toxicomanie se résumait à si tu vois des patients qui qui ont l'air un peu toxicaux, cache ton pad de prescription, mets-le dans le tiroir, puis parce que tu pourrais te faire voler ton pad de prescription. Donc, et je pense que malheureusement, ça n'a pas beaucoup changé dans les facultés de médecine. Il faut dire que la formation de base en médecine générale est très complexe. De plus en plus, il y a des nouvelles choses que les jeunes médecins doivent apprendre et c'est difficile de rajouter des formations dans le curriculum. Alors, ça peut être une des raisons pour lesquelles il n'y a pas beaucoup de formation en toxicomanie. Ceci dit, je pense qu'effectivement, encore aujourd'hui, il y a beaucoup de préjugés, beaucoup
je ne peux pas parler pour toutes les facultés, mais je pense que c'est certainement encore présent, le jugement moral qu'on peut avoir par rapport à la question de la consommation, ce qui fait que, encore une fois, même dans nos facultés, beaucoup de gens ne verront pas ça nécessairement comme un problème de santé. Je pense que c'est quand même en train de changer. Le Collège des médecins, si je ne me trompe pas, a demandé aux facultés d'assurer une formation de base pour ce qui est des traitements de substitution dans toutes les facultés. Donc, c'est en train de changer tranquillement. Certainement, cette épidémie de consommation de médicaments opioïdes y est pour quelque chose, parce que le Collège des médecins est particulièrement préoccupé par cette problématique-là. Sinon, c'est sûr que souvent, les personnes qui ont des problèmes de dépendance avérés, diagnostiques, des troubles diagnostiques, ont souvent des problématiques de consommation, de santé mentale associées, soit des troubles de l'humeur ou des troubles anxieux et pour d'autres, des troubles psychotiques. Et c'est vrai que pour une certaine partie de cette population-là, on peut qualifier ça peut-être de cas plus lourds pour qui les médecins se sentent démunis. Et dans cette perspective-là, de plus en plus, on recommande effectivement de travailler en interdisciplinarité. On parle ici de prise en charge de gens qui ont des troubles diagnostiques. On ne parle pas nécessairement de prise en charge de gens qui ont des consommations, on va dire, abusives ou trop importantes, mais qui n'ont pas nécessairement un trouble diagnostique. Donc, mais je pense que dans ce sens-là, la réforme de notre système de santé qui tend à voir le médecin comme un partenaire dans un réseau qui travaille donc conjointement avec d'autres, par exemple des infirmières, des travailleurs sociaux, est une bonne chose. Mais c'est ce que je voulais, entre autres, mentionner, puis je me suis coupée tantôt parce que je savais que je dépassais. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire pour amener tous ces gens-là à travailler ensemble parce qu'on parle vraiment de changement de pratique. Et changer les pratiques des intervenants, ça ne se fait pas en criant ciseaux. Donc, je ne sais pas si je réponds un peu à votre question. Je pense qu'il n'y a pas de réponse simple à tout ça, mais j'espère y avoir répondu un petit peu. Juste pour enchérir sur le commentaire d'Élise, je travaille régulièrement à l'Institut Philippe Pinel de Montréal, qui est une institution de psychiatrie légale. La problématique de la comorbidité, santé mentale, problème de toxicomanie, elle est présente chez probablement 85-80% de la clientèle d'un hôpital psychiatrique comme Pinel. Dans d'autres institutions psychiatriques, que ce soit à Douglas, que ce soit au VIC, que ce soit à l'Institut de santé mentale Louis H. Lafontaine, là aussi c'est présent. Et ce que je constate, c'est que chez les psychiatres, il y a un énorme inconfort à travailler avec leurs patients qui souffrent de maladies mentales, que l'on va médiquer avec la pharmacopée qu'on a aujourd'hui. Et Dieu merci, elle a grandement évolué, mais très malhabile pour traiter cette dualité entre santé mentale et toxicomanie. Bien sûr, quand un patient est hospitalisé à l'Institut Pinel, par exemple, et qu'il reçoit déjà, qu'il prend déjà de la méthadone, donc un traitement substitut aux opiacés, on va lui permettre de continuer à l'intérieur. Mais l'inverse ne sera pas vrai. On ne démarrera pas un programme facilement à l'interne. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler, sur l'éducation, et ça part de l'université. Et ça doit se continuer. Même chose quand le sénateur Nolin disait tout à l'heure, l'éducation de la population. Il n'appartient pas qu'au seul gouvernement, en période préélectorale, d'éduquer la population que nous sommes, dont on fait partie, sur leurs enjeux, leur façon de voir, si on prend notre cas à nous, la sécurité de la population. C'est très difficile d'éduquer une population. Encore là, il faut être très patient. Je prends l'exemple de Cactus, je prends l'exemple de Métadame, je prends l'exemple de dizaines, de centaines d'organismes communautaires qui travaillent dans des milieux urbains, semi-urbains, ruraux, avec des problématiques différentes. Comment sensibiliser la population du quartier où ces organismes-là se trouvent?
À Cactus, depuis 1989, on a passé à travers toutes sortes de tempêtes, beaucoup de protestations. Mais à force de discussion, à force de mettre en place des programmes, d'avoir un intervenant communautaire qui fait un lien avec la communauté, des tables de concertation, des tables de bon voisinage, ma prétention aujourd'hui, c'est de vous dire que le pari est gagné. On a réussi à sensibiliser les gens à la nécessité d'avoir des organismes communautaires, nos institutions de santé, que sont les C3S ou les CLSC, pour donner des services aux personnes qui ont des problématiques reliées aux drogues. Par contre, qu'est-ce qu'on entend le plus? Ce sont les opposants. À l'heure actuelle, au Canada, on se prépare à Vancouver, à Toronto, à Edmonton, à Montréal, à déposer au cours des prochaines semaines, des prochains mois, une demande d'exemption pour l'ouverture de sites d'injection supervisés au fédéral. La santé publique de Montréal a travaillé d'arrache-pied pour préparer de concert avec un groupe d'organismes qui vont, eux, devoir assumer ce service d'injection supervisée, à préparer tout le document pour l'exemption. C'est colossal. En même temps, on voit tout l'inconfort des instances de santé publique par rapport à la réaction des opposants. Nous sommes en campagne électorale municipale à Montréal, vous le savez. La santé publique, pour l'anniversaire, pour célébrer l'anniversaire de la décision de la Cour suprême ce lundi, a ordonné aux organismes communautaires de ne faire aucune manifestation publique qui pourrait inciter les opposants à se manifester. Alors, comment voulez-vous qu'on éduque convenablement la population si on nous bâillonne en même temps pour des motifs stratégiques qu'on peut contester? Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que c'est le moment approprié pour en parler, décemment. On a ce qu'il faut pour en parler. Si on n'en parle pas aujourd'hui, il va bien falloir en parler au lendemain des élections. Il va falloir défendre notre point de vue. C'est un point de vue de santé. C'est une responsabilité des communautés municipales, c'est une responsabilité d'un gouvernement provincial, c'est une responsabilité de chaque individu de prendre soin de son prochain et de respecter la dignité de chacun. Alors, vous voyez que c'est un peu paradoxal. On a des craintes et on pose parfois des gestes. Je ne vous dis pas que c'est de la mauvaise foi, au contraire. Mais ce sont des décisions qui parlent beaucoup des craintes qu'on a. Mais l'éducation demeure vraiment un vecteur essentiel pour que le message passe. Et la patience fait en sorte que, la patience qu'on a eue fait en sorte qu'aujourd'hui, on est proche de ce changement-là pour les personnes qui méritent les services. Alors, je vais me permettre une dernière intervention. Et c'est en lien avec ce qui se dit cet après-midi. Ce que je veux dire, c'est que c'est avec les mots qu'on fait changer le monde. D'ailleurs, les témoignages qui viennent d'être mentionnés font part de ça. Et à titre d'exemple, nous, on a établi notre organisation dans un quartier à 80% résidentiel. Et quand on est arrivé, on a eu des opposants qui étaient des voisins, qui vivaient des peurs par rapport à avoir des héroïnomanes en traitement qui viendraient s'installer à côté de leur condo. Naturellement, le travail était de rencontrer ces voisins-là, de rencontrer ces citoyens-là, de les rassurer et de leur expliquer qu'est-ce qu'il en était. Aujourd'hui, avec ces mêmes voisins-là, on travaille à embellir les ruelles, à en faire des ruelles vertes et à améliorer les conditions de vie autour de l'arrondissement où on est. À l'endroit où on est, c'est un coin assez sombre où on retrouvait tous les matins des quantités de seringues, des quantités de condoms, du travail du sexe sur le coin de la rue, et ainsi de suite, dans un quartier, dans un secteur qui est vraiment résidentiel. Et il y a eu une diminution, selon mes estimés, de plus de 80% de ces problèmes-là autour du centre. Pourquoi? Parce qu'on a été capable de dialoguer avec, naturellement, les résidents et tout ça, mais aussi avec les gens du milieu. On a été capable de demander aux gens du milieu de respecter l'endroit où on était, étant donné qu'on était une association d'usagers, et que s'il y avait des problématiques, que ça retomberait dans notre cour. Donc, ces gens-là, ils ont décidé de nous respecter.
Ce que je veux dire aussi, c'est que tantôt, j'ai entendu dire l'utilisation de substances, c'est de la santé mentale. Je pense qu'il faut nuancer. Il faut peut-être nuancer, d'aller au point de dire l'utilisation de substances abusivement est un problème de santé mentale. Par contre, si on en parle d'une façon... Parce que si on dit que l'utilisation de substances est un problème de santé mentale, bien, je pense qu'il y a une grande partie d'ici où on va se reconnaître là-dedans. Par contre, si on parle d'abus de substances, à ce moment-là, on peut parler d'un problème de santé mentale. Je peux vous dire que je suis d'accord. On en voit qui sont énormément affectés par des problèmes de santé mentale qui ont été amplifiés par une consommation abusive, où les gens se sont probablement aussi automédicamentés. Donc, il faut faire attention. Les mots sont importants. C'est comme de dire traitement de substitution. On va dans un ensemble, comment je pourrais dire, dans un mouvement international où on parle maintenant de traitement de dépendance aux opioïdes. Pourquoi? Parce qu'on maintient une relation de stigma qui est entretenue en disant traitement de substitution. Donc, c'est toute une question de langage, c'est toute une question d'information et de dire les bonnes choses et de faire attention à ce qu'on circule dans nos langages. Parce que c'est important, les mots changent le monde. Merci. So we have 2 minutes left. So you have 10 seconds for your question, and please be brief on this side. Okay. My name is Kyle. I'm a student in political science. I was wondering about your mentioning about the Colorado referendum, and I was just wondering if whether you think a policy like decriminalization, legalization in Canada could work even within a context where there's no coherent policy on the U.S. federal side, or even a partnership, and given that illegal trade is a big issue. Look, it's Alors, a Monsieur Nolin, 1 minute. short question, long answer. First, let me tell you, I don't want to cause more problem, but whatever decision a government, future government takes about legalization, decriminalization, the change of the law should be the last of many steps. The last, not the first. Nobody in Canada will want to jeopardize the access to medical opioids. So we cannot be in breach of those treaties. So there's a long way to work between adopting, or let's say a speech from the throne saying, here's what my government will do, and changing the law. It's going to take more than a few months. It's the last step. Whoever is talking about legalization without explaining how we want to reach that is kidding you. Probably does not, he or she does not understand the size of the problem. But I'm not saying he or she shouldn't do that. I'm just saying it needs to be. It took 100 years to build. We cannot destroy that in 2 months. Je vais profiter de votre respiration pour mettre le point final. Je remercie les 4 conférenciers qui sont des conférenciers passionnés. We'll be around. Qui m'ont appris beaucoup. Et je vous remercie de votre participation. Thank you. Merci.